fond de moi, ma mission, c'est d'aider les gens à changer leur mindset. Je serais sur une île déserte puis je coacherais une noix de coco. T'sais. Parce qu'il y a une très grosse différence entre une mission et une vision. La vision, c'est qu'est-ce que tu te vois réaliser dans une couple d'années, où est-ce que tu te vois être rendu, les résultats que tu vas avoir. Puis ta mission, c'est pratiquement comment tu fais ton day-to-day pour être la personne qui se rend quelque part. 100%. Tu m'aurais dit, c'est quoi le mot altruisme? J'aurais répondu, je sais pas, une sorte de truite. Quand tu fais 13-14 000 par année, tu fais 24 000 en 24 heures, là, c'est la plus grosse érection que j'ai eue de ma vie. Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Ben, ta communication interne, comment tu te parles à toi-même. Puis moi, je considère qu'il y a 3 skills primaires que peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu veux performer au plus haut niveau, tu dois être capable de les développer. Puis c'est ton mindset, la vente, être capable d'influencer quelqu'un d'autre, et le leadership, être capable, dans le fond, d'influencer un groupe. Mais en bout de ligne, si tu pognes de où ça vient, tout ça, c'est de l'influence. Tu sais, le mindset, c'est quoi? C'est comment tu t'influences toi-même, bro. Tu sais, la vente, c'est quoi? C'est comment tu influences un humain. Le leadership, c'est comment tu influences un groupe. Parce que tu as dit mindset, leadership, vente, puis ma compagnie s'appelle Développement MLV. Tu sais, mindset, leadership, vente. Ah ouais? Mais genre, c'est comme. Ben, parce que c'est juste un drôle d'argent. Non, mais c'est débile. Mais c'est carrément ça. C'est parce que, en vrai, tout ça, c'est de l'influence. Oui. Ton mindset, c'est de l'influence. De la vente, c'est de l'influence. Et du leadership, c'est de l'influence d'un groupe. Mais si tu veux être capable d'influencer un groupe puis influencer un autre individu, la première personne que tu dois être capable d'influencer, c'est toi. Exact. Fait que tout part de là. Ça, je trouvais ça vraiment brillant, puis je voulais le souligner. Puis l'autre chose que tu as dit, que je pense qu'il est importante à souligner, c'est... nous, on a un principe dans le business qui s'appelle Aggressive Patience. OK? Est-ce que tu suis Andy Frisella ou... Oui. OK, parfait. C'est lui la première personne qui en a parlé à mes oreilles, à mes yeux à moi, ou du moins à mon conscient à moi. C'est la première personne que j'ai remarqué qui parlait de ce concept-là. Gary Vee en parle aussi, mais d'une façon différente. Puis c'est le fait que trop souvent dans la vie, on est impatient d'avoir le résultat de la big picture. Puis on est patient sur les petites actions qu'on doit faire day in, day out pour être capable de se rendre à la big picture. Fait qu'on veut la big picture, on veut les 20 000 abonnés, on veut les 300 000 likes, on veut dans le fond, man, le monde qui te suive, le monde qui te partage, on veut les résultats financiers, on veut le gros char, on veut la grosse maison, on veut toutes ces choses-là. Mais quand vient le temps de faire la chose que tu as à faire là, ben c'est « Ah, j'ai le temps, je vais en faire demain. » Puis on la repousse, puis on la repousse, puis on la repousse. Puis... Bon, probablement que ça vient de notre société de consommation, le fait qu'aujourd'hui, on a accès à tout avec notre téléphone cellulaire. Mais la seule façon d'être capable d'obtenir le big picture, c'est d'être capable de mettre les actions day in, day out pendant 6 ans de temps en n'ayant pas un crisp de résultats ou très peu de résultats, voire même des résultats que le 3/4 du monde te dirait débosse, bro, lâche. C'est tellement fait dire. C'est sûr et certain. T'es qui pour donner des conseils, etc., etc. Mais en bout de ligne, ben, t'es resté agressif là-dessus, à poster à toutes les semaines, ce qui demande une constance. Là. Genre, si vous pensez que c'est facile, genre écrire les textes à toutes les semaines puis les poster sans arrêt, ça demande, surtout en plus à cette époque-là, t'avais un autre job. Ouais. Fait que je trouve que c'est une belle preuve d'aggressive patience. Fait que quand vous voyez du monde qui réussit dans la vie, au lieu de vous dire que c'est un riche héritier qui a gagné à la loterie ou que c'est un crosseur, comprenez que le gars, il fait preuve d'aggressive patience. Il a planté genre pendant des années avant d'être capable de récolter et il a été capable de se leader lui-même en premier. Puis il y a un concept par rapport à ça aussi, je pense qu'il est important de mentionner, c'est qu'à travers les années où est-ce que, justement, tu sais, de 2007 à 2015, on parle quand même de 8 ans à faire ce que je fais sans avoir de résultats financiers, sans avoir de... Tu sais, même, je veux dire, aujourd'hui, c'est beau, tu sais, les likes, tout ça, on reconnaît que ça a comme une certaine valeur en société, mais tu sais, tu vois, en 2008, recevoir des likes, on s'en foutait un peu. Fait que... le monde même, il disait, t'essaieras de payer ton lunch avec des likes. Ouais, ben oui, 100%, tu sais, on s'en rappelle de ça, fait que... Bon, ben, il y en a qui se font payer des lunchs pour avoir des likes. Oui, exactement. Fait que là, dans toutes ces années-là, moi, je le faisais pas. Tu sais, la patience, justement, je l'avais pas en me disant, je fais ça aujourd'hui, mais je sais que ça va m'amener là demain. Tu sais, je me disais même pas, je le sais qu'un jour, à force de hustle, je vais atteindre telle affaire. Je le faisais vraiment parce qu'au fond de moi, ma mission, c'est d'aider les gens à changer leur mindset.
Fait que je le fasse avec un gros résultat, avec un petit résultat, un moyen résultat, le résultat est comme, c'est dans les mains de l'univers. Moi, je fais ce que je sens que j'ai à faire pour être sur mon chemin, parce qu'il y a une très grosse différence entre une mission et une vision. La vision, c'est qu'est-ce que tu te vois réaliser dans une couple d'années, où est-ce que tu te vois être rendu, les résultats que tu vas avoir. Puis ta mission, c'est pratiquement comment tu fais ton day-to-day pour être la personne qui, d'une manière ou d'une autre, se rend quelque part. 100%. Fait que c'est avec ce mindset-là, dans le fond, que j'ai bâti. Ma question, c'est de où vient ce désir-là de vouloir aider comme ça? Ben, j'ai eu une vie vraiment avec énormément de souffrance. Depuis, moi, j'étais un enfant qui était pas désiré. Ma mère est tombée enceinte d'un gars qu'elle connaissait à peine, qui était violent, toxicomane, héroïnomane, tout ce que tu peux imaginer. In and out en prison. Fait que, bref, quand ma mère est tombée enceinte, elle a dit à mon père, comme, ben, je vais pas le garder, tu sais. Puis il a répondu, si tu le tues, je te tue. Fait que c'est de là que vient ma détermination et ma persuasion. Mais non, mais pour de vrai, tu sais, je fais des blagues avec ça parce qu'aujourd'hui, tu sais, je suis quand même fucking reconnaissant d'être vivant. J'aime ça vivre, tu sais, je fais bien ça d'ailleurs. Mais avec ce départ-là dans la vie, c'est difficile de te dire « Oh wow, ça va être une easy road, ça va être bien, ça va être agréable. » Fait que tu sais, comme je te racontais tantôt, hors caméra, tu sais, on a déménagé tout le long de mon enfance. 25 fois, t'as dit? Ouais, 25 fois dans ma vie, j'ai dû déménager, essayer de trouver c'est où les prochaines opportunités, de meilleure qualité de vie. Dans l'extrême pauvreté, on a été à la rue, moi et ma mère, pendant un bout de temps. Tu sais, vraiment pas un contexte facile. Fait qu'on dirait que j'ai même réalisé récemment d'où je crois est venue la source initiale de mon envie de contribuer. C'est les paniers de Noël. Tu sais, on donne toutes des denrées non périssables une fois par année, puis tout ça. Puis nous autres, moi et ma mère, on recevait des paniers de Noël. Puis je me rappelle, c'est un moment où est-ce que je devais avoir comme 5 ans, puis on a reçu toute cette bouffe-là. Puis j'étais comme, comment c'est possible? Puis là, elle me disait, ben c'est des gens, tu sais, qui ont donné ça pour nous. Puis j'étais comme, mais c'est qui? Elle dit, ben je le sais pas. J'étais comme, mais eux, ils nous connaissent, ils savent, tu sais, on est qui? Tu sais, elle était comme, ben non, ils nous connaissent pas non plus. Puis là, j'ai compris que je pouvais vivre le plus beau moment de ma vie grâce à des gens qui me donnent sans me connaître, puis que je pourrais jamais rien faire pour les remercier. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, instinctivement, tu sais, je savais pas c'était quoi, là. Tu m'aurais dit c'est quoi le mot altruisme, j'aurais répondu, je sais pas, une sorte de truite. Tu m'aurais dit c'est quoi le mot altruisme, j'aurais répondu, je sais pas, une sorte de truite. À ce moment-là, on dirait que ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur, OK, il y a des choses qui sont très, très belles dans la vie. Des choses qui valent la peine de se battre. 100%. Puis je suis sûr que ça a germé en dedans de moi toutes ces années-là de me dire, un jour, moi aussi, je vais faire la différence pour des gens qui ont de la misère. Fait que je suis convaincu que c'est de là que c'est venu ce désir-là de le faire de manière inconditionnelle, résultat ou pas. Tu sais, je serais sur une île déserte puis je coacherais une noix de coco. Tu sais. Ça fait juste partie de moi. Là. Je te file. Je te file à 200%. Comment t'as fait pour... ça a été quoi le déclic qui t'a donné confiance en toi? Parce qu'à quelque part, je pense que quand tu vis des expériences comme ça, c'est dur d'avoir confiance en toi. Puis, je sens que ça n'a pas toujours été facile, justement, cette relation-là avec toi-même. Puis oui, lire un livre, je suis pas mal sûr que ça a été, dans le fond, un des trucs qui t'a vraiment aidé. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Tu sais, mettons, moi, à l'école, je me suis toujours fait dire « Julien, t'es un pas bon. » Fait que dans le fond, tu devrais te tenir avec les pas bons, puis tu vas jamais rien faire de quoi de bon de ta crise de vie, tu sais. Puis à force de me faire dire ça, ben j'ai fini par y croire. Fait que quand tu finis par y croire, tu te tiens avec les pas bons, puis là tu fais des activités de pas bons, puis là tu te ramasses dans un endroit de pas bon. Puis j'ai étudié à l'Institut du pas bon de Lisbonne. Ouais, exact, ouais. J'ai gradué avec mention. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand OK. J'ai fait des travaux communautaires parce que pour une des nombreuses fois que j'avais fait une connerie, je m'étais fait pogner. Puis là, dans le fond, j'avais pas encore 18 ans. J'étais sur le bord d'avoir 18 ans. Puis ma sentence à cette époque-là avait été de faire des travaux communautaires. Puis j'avais été travailler dans un camp de jour. Puis de travailler dans un camp de jour, c'est la première job que j'ai faite dans ma vie que j'ai fait « Holy shit, I got this ». Puis non seulement « Holy shit, I got this »,« Holy shit », je suis capable d'avoir un impact. Moi, je pense que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est le sentiment d'accomplissement. Puis, d'arriver puis de voir des kids qui se battaient à longueur de journée,
à cause qu'il y avait des problèmes à la maison, mais que je sois capable de leur parler, des coacher, puis qu'à la fin de l'année, le kid, ben dans le fond, il se bat plus, puis il se battra presque plus de sa vie à l'école, puis il sera plus un kid à problème. Je me dis, waouh, je suis capable d'avoir un impact dans la vie de ce kid-là. Si je suis capable de changer sa vie, cette personne-là, combien d'autres vies elle va changer après grâce à ça? Puis ça a été mon premier déclic de holy shit, ok. Genre, je suis peut-être pas un cave, puis dans le fond, je suis peut-être capable d'accomplir des affaires. Puis, you know what? That thing about comme leadership, là, de genre leader une équipe, de leader du monde, de coacher du monde, puis de les aider. OK, I got this. C'est quoi le moment déclencheur? C'est deux choses. Le premier moment, c'était en 2011. Deuxième moment, en 2015. Premier moment, en 2011, c'est que jusqu'à 2011, donc jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai toujours, même si je commençais à aider les gens, à me libérer, à plus me sentir comme une victime, j'ai toujours vécu dans la peur de devenir comme mon père. OK. Fait que moi, Est-ce que tu as connu ton père? Jusqu'à l'âge de 6 ans. OK. Fait c'est à partir de 6 ans, dans le fond, que ta mère a commencé à faire... Oui, exactement. Okay. On a essayé de 4 à 6, c'est là qu'on a été comme une énarde dans la rue, essayer de se sauver, des affaires de même. Puis à partir de 6 ans, il y a eu le jugement de la cour qui a fait que là, il n'y a plus le droit de contact pantoute. Puis, parce qu'avant ça, c'était la fuite, dans le fond, on essayait de fuir. Puis... Okay. Les maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences, puis des affaires de même. Fait que là, à l'âge de 21 ans, j'ai été en hypnothérapie, puis ça m'a libéré complètement parce que je suis allé faire le tour de mon subconscient, puis je me mettais énormément de pression, non pas à... Tu sais, moi, j'ai jamais été Manu Lemire. J'ai toujours été quelqu'un qui essaye de ne pas être son père. Ouais, je te file. Fait que j'étais pas en mode c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes buts, c'est quoi que moi j'aime. J'étais plus en mode ça, c'est-tu une bonne personne qui ferait ça, ou ça, c'est plus quelqu'un comme mon père qui ferait ça. Fait que c'est comme si pour moi-même, je marchais tout le temps sur des œufs avec une espèce de conscience de c'est quoi la version idéale de moi-même. Puis tu sais, ma mère aussi, inconsciemment dans son éducation, elle avait peur que je vais croche, fait qu'elle m'a mis énormément de pression. Elle m'a toujours parlé de mon plein potentiel, d'à quel point j'étais capable de plus, d'à quel point j'étais pas comme tout le monde, que ci, que ça. Fait que là, tu sais, j'ai grandi avec ce mindset-là de oh mon Dieu, si je suis pas Superman 2 minutes, je deviens le démon. Fait que ça a fait en sorte qu'à partir de ce jour-là, en hypnothérapie, j'étais allé me libérer de cette pression-là, puis j'ai réalisé que même si je faisais des gaffes, même si je faisais des erreurs, même si des fois j'étais pas la meilleure personne, même si des fois j'étais pas gentil avec quelqu'un, j'avais pu avoir peur, je ne serais jamais comme mon père. Cette libération-là m'a donné une nouvelle confiance en mon authenticité, en le fait d'être à 100% qui je suis dans le bon comme le moins bon. Okay. Cette nouvelle liberté-là m'a permis de foncer dans la vie comme jamais parce que tu sais, imagine là, que du jour au lendemain, tu prends une pilule qui te libère de toutes tes peurs. Ouais. Aucune peur. Tu ne peux même pas ressentir l'effet de la peur. À quel point la vie change. Fait que moi, à partir de ce jour-là, je suis allé tester mes limites. Je suis parti dans les extrêmes, je suis parti dans les excès, je suis allé faire n'importe quoi. Mais bref, j'étais comme un gars qui a juste aucune conscience genre de la mort, du danger, de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Juste, je veux vivre à 1000 à l'heure. Je veux me découvrir. Fait que ça a été le premier point tournant qui m'a donné cette confiance-là. Le fait de pas juste avoir confiance en moi, mais avoir confiance en le fait que même si je me plante, on s'en fout tellement. Puis là, j'ai développé ça à travers une couple d'années qui ont été ponctuées de succès, puis d'échecs que j'ai réussi à bien dealer avec aussi, donc qui m'ont redonné confiance encore plus. Puis l'étape d'après, à 25 ans, c'est quand justement j'ai monétisé pour la première fois ma page Facebook. Parce que là, tu sais, j'ai vécu dans la pauvreté toute ma vie. Jusqu'à l'âge adulte, j'avais tous ces fans-là sur Facebook d'un peu partout dans le monde, puis je faisais pas d'argent. Tu sais, je passais 8 heures par jour à aider du monde, que je faisais pas une scène pour ça. Puis là, je me suis dit, si jamais tout le monde sur ma page, 30 000 personnes, me donnait une pièce chaque, ferait 30 000 pièces. 30 000 pièces, quasiment le triple de mon salaire annuel. À l'époque, je faisais comme 14 000 par année. Fait que là, je me dis, hey, ça peut être intéressant, tu sais. Mais là, je me dis. J'étais un wise, j'ai fait des calculs. Puis... c'est pas fou, là. Hey, imagine s'il me donnait 2 piastres. Là, je fais un statut, avez-vous 2 piastres? Puis, non, mais je me dis, les gens, s'ils me suivent à ce point-là, puis si je reçois autant d'amour, de commentaires, de messages, ça doit être parce que j'ai un impact qui est réel. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour des conseils. Puis là, ça devient juste ingérable parce qu'il y en a tellement. Fait que je me dis, si les plus motivés d'entre eux, au lieu de juste leur répondre une réponse d'une phrase parce que je suis pressé puis je veux répondre aux 400 autres personnes, si je prends vraiment le temps avec certaines personnes, peut-être que je pourrais les amener littéralement à un autre niveau.
si je développe une relation avec eux. Fait que j'ai décidé de créer mon premier programme de coaching en ligne qui combinait de la vidéo préenregistrée sur certains des concepts qui ont eu le plus gros impact dans ma vie personnelle, des concepts de responsabilisation, des concepts de accepte, assume, avance, tout ce que tu as à faire, genre quand tu vis une épreuve, les concepts de décision dans les moments de dilemme. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là, sorties de zone de confort, confiance en soi, j'ai mis ça en vidéo, puis j'accompagnais les gens à travers le processus vidéo avec de l'accompagnement en live, puis tout ça. Je décide de lancer ça, on est en septembre 2015, puis là, je me dis, au lieu de le vendre 2$ puis qu'il y en ait 30 000 qui l'achètent, je me suis dit, je vais le vendre 500$. Comme ça, s'il y a juste une personne qui l'achète, ben ça fait déjà une plus grosse différence. Puis pourquoi est-ce que je l'ai mis à 500? Parce que mon loyer était 500, puis il me restait 47$ dans mon compte la veille, puis j'aurais pas été capable de le payer. Fait que littéralement, j'étais avec une nouvelle blonde, je viens de déménager dans une nouvelle ville, j'ai lâché mes autres sources de revenus, je suis plus entraîneur, puis j'ai été massothérapeute aussi, j'ai lâché ma clinique à Trois-Rivières, déménagé à Québec, puis là je me dis, je vais réussir à vivre de mes conférences, mais je déménage en plein été. L'été, c'est pas le temps de se starter en conférence, les compagnies sont en vacances, tout le kit. Fait que là, j'ai pas de solution, je lance mon programme de coaching en me disant, je fais une vente à 500$, puis je paye mon loyer. Je paye mon loyer. Fait que là, je fais un statut. Hey, salut gang, je travaille sur un programme depuis une couple de jours, ça va vraiment être de la coche, ça s'adresse à telle personne qui veut tel résultat, puis tout ça. J'espère vraiment que ça va vous intéresser. Cliquez ici pour vous inscrire. Là, je lance ça. Là, je m'en me coucher. Là, je me dis, c'est le jour du loyer. Je me croise les doigts d'avoir fait une vente. Je m'en vais en ligne. Et le premier 24 heures, j'avais fait 24 000. Là, je suis comme, c'est intéressant. quand tu fais 13-14 000 par année, tu fais 24 000 en 24 heures, là, c'est une... Pour ne pas dire la plus grosse érection que j'ai eue de ma vie. Genre, littéralement, le feeling. Ouais. Fait que là, je me dis, au lieu de le vendre juste une journée, ben je vais faire une extension. Je vais le vendre pendant une semaine. Puis finalement, au bout d'une semaine, c'est 70 000 qui est rentré. Fait que là, j'étais comme... La vie vient de changer. Mais pas juste à cause du résultat financier. Ben, je te jure, j'ai ouvert mon Desjardins. Puis là, littéralement, j'ai vu le chiffre, là, comme 70 000. Puis là, le plus gros chiffre que j'avais vu ever, c'était 2400. Puis c'était dans la colonne Visa, tu sais. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer dans ma vie, là? Puis à partir de ce moment-là, T'es parti sur une brosse sans arrêt. Puis après, il me restait 2000. Non. Mais j'ai vraiment eu un shift de mindset parce que j'ai réalisé, quand tu parles de confiance, parce que c'est ça la question initialement, qu'est-ce qui m'a donné confiance? C'est que je me suis dit, il y a des gens qui reconnaissent la valeur de mon contenu au point de payer ce type de montant-là. Puis ça m'a ouvert au fait que j'étais légitime comme coach. J'étais légitime parce que j'avais, pendant 8 ans, travaillé à offrir de la valeur sans jamais rien demander en retour. Puis là, le jour, tu sais, j'ai pas fait un gros funnel de vente, j'ai pas fait un webinaire, j'ai pas fait une stratégie. J'ai juste dit, voici, j'ai créé ça, puis si ça vous intéresse, cliquez ici. Pas un marketing, là. Puis le monde, boum, ça l'a acheté, ça l'a acheté. En fait, c'est pas le pire marketing. Non, c'est le meilleur marketing qui existe. C'est give. Puis nous, on dit tout le temps... C'est raw un peu comment qu'on le dit, mais que ta valeur est sur ton paycheck. Puis dans le fond, la réalité derrière ça, c'est que ta valeur est considérée par rapport à qu'est-ce que tu amènes sur le marché. Exactement. C'est un principe économique de base, mais il s'applique au personnel. Puis en vrai, ce qui est arrivé, c'est que tu as donné de la valeur pendant... Ça faisait combien de temps? 8 ans rendu là? Ça fait 8 ans. Pendant 8 ans, tu as donné de la valeur day in, day out, man. Puis la journée où est-ce que dans le fond... t'as demandé, ben le marché t'a donné ce que t'avais donné durant tout ce temps-là. Fait que c'est vraiment fucked up. Ouais. Nice. Ben ça a tout changé. Merci, man. C'est comme le awakening de j'ai le droit à l'abondance parce que j'ai été pauvre toute ma vie, j'ai un milieu pauvre. C'est comme j'ai le droit à l'abondance, j'ai de la valeur, ce que j'ai à offrir a de la valeur. Fait que tout le concept de c'est quoi qui fait que les riches sont riches, les pauvres sont pauvres, on dirait que tous mes fondements, mes croyances se sont mis à tout être ébranlé. Puis à partir de ce moment-là, je me suis, tu sais, là, j'ai donné des résultats à ces clients-là. Fait que là, après ça, je veux repartir à un autre cohorte. Puis là, j'ai des témoignages des clients qui ont effectivement eu des résultats. Puis tout. Fait que là, finalement, je relance le programme l'année suivante, ça repogne, tout le kit. Fait que là, je me dis, ben ça, c'est pour tel type de client, mais je pourrais développer autre chose. Tu sais, j'ai d'autres expertises. Mettons, dans ce programme-là, je parle pas des relations interpersonnelles, genre comment dealer avec le fait qu'on contrôle pas les autres, mais on contrôle juste nous. Fait que là, je pourrais faire un programme là-dessus. Puis là, éventuellement, je fais un programme là-dessus. Puis là, ça pogne au bout, puis tout. Fait que là, je me dis, OK, mais il y a du monde qui commence à me dire comment tu as fait pour rentabiliser. Fait que là, je me disais, je pourrais aider le monde pour rentabiliser un concept en ligne, les aider avec une business quand ils veulent, genre une business du type influence, puis coaching, puis tout ça. Fait que là, je crée un programme mastermind pour aider le monde qui veut rentabiliser une business de coaching en ligne. Puis là, ça pogne aussi, puis ainsi de suite. Fait que là, après ça, se sont mis
avec la notoriété web, là, je me suis mis à partir en tournée de conférences un peu partout à travers le Québec, la France, d'autres pays, tu sais, pour aller juste spread le message d'inspiration. Fait que tout ça s'interfuelait finalement. Puis il y a comme eu un phénomène Manu Lemire qui s'est créé, tu sais, à partir d'un moment où c'était plus juste « Ah, c'est le gars des vidéos », tu sais, c'est devenu « Oh shit », tu sais, conférencier, le succès, l'argent, tout le kit. Puis ça m'a beaucoup aidé à ne plus avoir à dealer avec moi-même la question de « Ouais, mais t'es qui, toi, pour faire ça? » Ou genre « T'as quel âge? » Ou tu sais, « Ouais, tu penses vraiment que tu peux aider mes parents? » Mais j'étais comme « Chris, je peux aider tes grands-parents. » Fait que tu peux aider tes enfants puis ils sont pas nés encore. Non, c'est ça. Je peux aider tes ovules, man. C'est nice. Est-ce que... Parce qu'on en a déjà parlé, dans le fond, en privé, puis c'est obvious que la façon dont tu as été élevé a été un blessing pour toi, même si c'est vraiment pas évident quand tu es élevé de même au départ. Je me demande, parce que tu as parlé un peu de ta mère, est-ce qu'elle te coachait, elle? Est-ce que dans le fond, c'était quelqu'un qui te poussait dans cette direction-là? Ouais? Oui, j'ai eu une mère extraordinaire. D'ailleurs, on la salue. C'est quoi son nom? Carole. Allô, Carole. J'ai eu une mère qui m'a toujours... En fait, ça a été... j'aurais tendance à dire... C'est ta première coach? C'est ma première coach solide. Puis ma mère, pour se reconstruire, d'après mon père, elle lisait 2 livres de croissance personnelle par semaine. OK. Quand tu lis 2 livres de mindset par semaine, tu deviens... fucked up. Genre good, là. Fait que là, elle était tout le temps, tu sais, elle me lisait ça. Fait que moi, dès mon plus jeune âge, j'avais du Tony Robbins, du Wayne Dyer, tout ce que tu peux imaginer dans la tête. Fait que ma mère aussi m'a fait le don d'une éducation basée sur des questions. Puis je vais te donner une situation, je la donne toujours en exemple des conférences, d'un podcast, whatever, c'est que tu as un enfant qui arrive chez vous, tu es une mère monoparentale, tu es exténué, tu te le quittes. Ton enfant arrive chez vous de chez son ami, qui est, mettons, le petit voisin, puis il y a un jouet qui est clairement pas à lui. Réflexe de parent normal qui est à bout. Hey, c'est à toi ça? Non. C'est à ton voisin, genre? Oui. OK, va-t'en y redonner, ça se fait pas, on vole pas. Va y redonner, puis va-t'en dans la chambre. Classique. Puis là, l'enfant, qu'est-ce qu'il développe comme mindset? Fuck, je voulais jouer avec ce jouet-là. Bitch, maman veut pas que je joue avec ça. J'ai hâte d'avoir 18 ans pour aller voler les jouets à qui je veux. Moi, j'arrivais avec un jouet chez nous. Ma mère elle disait « Est-ce que c'est à toi, ça, Manu? » Non. « OK, c'est à qui? » C'est au voisin. « Parfait. Est-ce que tu as demandé de la permission pour prendre son jouet? » Non. « OK. Puis quand tu es parti avec son jouet, est-ce que ça y a fait quelque chose? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a eu une réaction? » Ben, il y avait de la peine. OK, fait que quand tu as pris le jouet de ton voisin puis qu'il y avait de la peine, toi, Manu, comment tu t'es senti? Ben, c'est sûr, j'aimais pas ça. OK, donc, est-ce que tu penses que c'était une bonne idée de prendre son jouet sans lui demander? Non. OK, fait que qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire maintenant, Manu? Je vais aller lui redonner puis je vais m'excuser. Elle m'a pas puni, elle m'a pas envoyé dans ma chambre, elle m'a éduqué. À partir de ce moment-là, au lieu de me dire « Fuck maman, à 18 ans, je vais voler les jouets que je veux », je me suis dit « Je comprends à 4 ans que le vol, dans mon être, me fait filer que ce n'est pas une bonne chose. » Le feeling, aider les enfants avec des questions à développer. Puis c'est pour ça, moi, je parle à des enfants, ça me fascine. Je parle à 6 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? OK, pourquoi tu veux faire ça? Puis ça va me donner beaucoup d'argent. Pourquoi ça va donner beaucoup d'argent? Puis je vais pouvoir acheter telle voiture qui est la voiture la plus chère au monde. Puis ça, c'est un exemple vrai de la semaine passée. Là, je suis comme, OK, Lennox, mais elle coûte combien la voiture la plus chère au monde? 1878 $. Fait que là, j'étais comme, oh, c'est vraiment beaucoup d'argent, ça. Puis pourquoi est-ce que, genre, tu veux la voiture la plus... Puis tu sais, ben parce qu'avec ça, je vais être cool. OK, pourquoi tu veux être cool? Ben parce que les amis, genre, avec ça, tu sais, ils vont trouver que je suis hot. OK, pourquoi tu veux qu'ils te trouvent hot? Ben là, parce que c'est, tu sais... Fait que c'est juste d'amener la discussion encore plus loin pour vraiment faire comprendre le fondement. Puis c'est comme ça que ma mère m'a élevé, avec des questions. Peu importe mes comportements, ma mère m'a jamais dit, ça se fait pas, fais pas ça, va dans ta chambre. Puis tu sais, elle était à bout, là, c'était pas facile pour elle, mais elle était tellement patiente avec moi. Puis c'est bien une chose que je reproduis avec mes propres enfants quand j'en aurai ou que j'ai déjà. Si c'est le temps, Claire Lamarche, manifestez-vous. Donc, c'est vraiment important. Je veux leur transmettre ça, les questions. Comprendre leur propre sagesse, puis leur permettre de découvrir leur intuition via le bien et le mal, tu sais. Fait que, je me rappelle plus, y avait-tu j'ai répondu? Oh oui, 100%. Mais tu vois, nous, dans le business, on fait uniquement ça. On considère que c'est bien mieux d'apprendre quelqu'un à pêcher que d'y donner le poisson. Fait que de te donner la réponse, ben,
oui, ça va probablement donner un résultat instantané plus rapide, mais sur le long terme, ben ça donne c'est une béquille. Puis au-delà de tout ça, il y a la théorie du renforcement positif de Skinner que je trouve qui est vraiment débile. Ou est-ce que de toute façon, le renforcement négatif de donner une punition, ça ne dirige pas la personne vers le bon comportement. Ça fait juste y montrer comment être capable de cacher le mauvais comportement. Fait que t'éduques pas ton enfant à savoir que le vol c'est mal. Tu y éduques à juste une prochaine fois mieux cacher le jouet pour être sûr que maman le pogne pas. Ou apprendre à obéir puis se conformer, tu sais, littéralement. Ouais. Fait que, mais c'est super problématique parce que c'est pour ça que je pense qu'il faut tellement influencer les enfants parce que là, on a le choix. Est-ce qu'on essaie de réparer plein d'adultes ou on empêche les enfants de devenir fucked up? Mais là, pendant qu'on répare des adultes, il y a des enfants qui deviennent fucked up qui vont devenir les adultes à réparer de demain. Fait que ce serait le fun qu'on puisse aller comme faire OK, tout le monde, on prend un petit break là. Genre, vous allez vous occuper des adultes, vous allez vous occuper des enfants, puis comme on règle ça, ce petit monde-là, parce que moi, je suis tanné, là. Puis c'est pour ça que je fais ce que je fais, puis c'est pour ça qu'il me reste encore. De quoi t'es tanné? Ben, je suis tanné de vivre dans un monde qui est laid. Genre. En quoi il est laid? Ben, il est beau, en fait. Il est beau. C'est juste qu'il est. Non, il en quoi taché. il est laid? Ben, le monde, il est laid parce que le monde. Fuck ton filtre, raw. Non, mais il n'y a pas de. Oh, diable, le petit Darny dans sécheuse, ça sentira pas bon. Mais je vais le dire, les gens, de nos jours, je crois, vivent dans une illusion. Une illusion dans laquelle quand ça va mal, soit ils focusent trop, genre ça va tellement mal, c'est la fin du monde, ou ils disent ben non, ça va bien, ça va pas mal, il n'y a pas de problème, mais sont où le monde qui ont la conscience de faire l'introspection nécessaire pour aller se régler eux-mêmes, puis ensuite avoir la responsabilité morale, comme on disait tantôt, d'aller aider les autres à se régler. Tu sais, moi, je suis pas en train d'essayer de faire ça parce que je considère que j'ai une meilleure vision de la vie, que je suis plus intelligent qu'un autre. C'est juste parce que, Chris, si c'est toi, le boulanger dans le village qui fait le meilleur pain, puis tout ça, puis tout le monde passe devant chez vous, puis ça comme ah, ça sent bon, ben comme t'as le goût de partager ta recette. Tu sais, c'est comme, c'est inné. Puis comme je te dis, moi, j'ai pas commencé à faire ce que je fais parce que je voulais aller imposer ma vérité à tout le monde. C'est les gens qui sont venus vers moi. Puis tu sais, je m'en vais pas ces pages en disant hey, by the way, j'ai une page Facebook, allez aimer ce que je fais. Non, c'est comme si ça vous intéresse, venez en prendre. Puis sinon, non. 100%. Mais c'est vraiment brillant ce que tu dis. Ça me fait penser, j'avais la conversation avec mon père cette semaine par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Puis on jasait du fait que réellement, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est pas les masques contre les pas de masques, c'est pas les pro-vaccins contre les anti-vaccins. Réellement, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une guerre entre un monde qui est totalitaire et un monde qui est libre. Dans le sens où il y a deux types d'organisations, tu as le top-down et bottom-up. Fait que dans le fond, c'est l'élite qui contrôle et qui prend les décisions pour l'ensemble de tous les humains parce que dans le fond, le collectif est supérieur à l'individu. Ou, ben dans le fond, c'est le bottom qui prend les décisions puis qui remonte vers le haut parce que dans le fond, c'est le bottom qui est le plus important parce que dans le fond, l'individu au-delà du collectif parce que l'individu crée le collectif. Puis c'est... en bout de ligne, le dernier bastion de la liberté réellement fondamentale, je déteste avoir à dire ça, mais c'est les États-Unis, c'est Trump. Puis l'inverse de tout ça, ben, c'est la Chine, puis c'est la direction qu'on était en train de prendre depuis plusieurs années où on va abolir les gouvernements, où est-ce qu'on n'aura plus des peuples qui vont être souverains, on va être dirigé par une élite mondiale qui est l'ONU, qui est pas élu dans le fond, c'est eux qui vont prendre les décisions pour l'ensemble du peuple, puis on va mettre dans le fond au péril le bien de l'individu parce qu'on fait ça au bien du collectif. Selon moi, c'est complètement contre-productif, c'est complètement stupide parce que, comme on vient de dire, dans le fond, c'est l'individu qui crée le collectif. Fait que oui, quand tu dis c'est l'individu qui va créer le collectif, puis on va donner une liberté à l'individu au détriment du collectif, ça crée un chaos. C'est normal, ça crée un chaos. La nature est chaotique. Le monde, normalement, c'est un chaos, mais un chaos organisé, qui se réorganise éventuellement avec l'avenue des nouvelles puissances, des nouvelles innovations, des nouvelles choses. Puis, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu disais parce que ça m'a fait penser à ça. Le fait qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train de mettre au vidange, même, dans le fond, l'individu au détriment, au profit du collectif. Puis on se ramasse avec toutes sortes d'imbécilités, selon moi, puis je m'excuse de ce que je vais dire en ce moment, mais comme les affaires du port du masque. Dans le fond,
le monde qui veut pas porter le masque se font traiter d'individualistes, puis que, dans le fond, pour le bien collectif, ils devraient porter le masque. Mais en bout de ligne, là, si toi, t'es malade, si toi, dans le fond, tu te sens à risque, si toi, l'individu n'est pas bien, pourquoi tu fais pas juste rester chez vous? C'est vraiment ton droit de rester chez vous. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de brimer les droits de tout le monde pour toi. Fait que, dans le fond, réellement, c'est qui en ce moment qui est en train d'être égoïste? C'est une bonne question. C'est qui est en train d'être égoïste? C'est la personne qui dit, ben moi je pense qu'on est en train de brimer le droit de l'individuel qui brime les droits du collectif, ou la personne qui dit, non, dans le fond, au nom de moi et de toutes les personnes qui ont peur, tout le monde va devoir mettre un masque. Tu sais, on va se le dire, c'est plate. La société, ben dans le fond, la communauté scientifique n'est vraiment pas unanime sur le port du masque et sur les mesures qui sont mises en place. Le problème en ce moment, c'est que tout le monde qui va contre le narratif officiel se font censurer. Puis ça, ben, la censure, c'est le premier pilier, man, qui se fait mettre pour écraser la liberté. La liberté d'expression, c'est le fondement d'une société libre. Puis c'est pour ça que je dis qu'en ce moment, on est en train d'avoir une guerre réelle entre la liberté, une société fondamentalement libre, le libre-échange et la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté, puis réellement la dernière institution qui protège ça, selon moi, c'est les États-Unis. Puis c'est pour ça qu'ils sont tant bâchés que ça en ce moment. C'est pour ça que Trump se fait tant bâcher que ça. Puis de l'autre côté du combat, ben, c'est l'organisation qui est top-down, où est-ce que dans le fond, c'est une élite qui décide pour tout le monde, une élite qui est non élue. Mais c'est ça. C'est beau de te voir t'enflammer avec passion. Je sais, je te lis ces temps-ci sur Facebook, puis là, je revois la drive qui pop. Puis, Ben, on parlait de responsabilité morale tantôt. Ça, selon moi, c'est une responsabilité morale. De prendre la parole, puis il y a plein de monde des fois qui m'inbox puis qui me disent, Julien, dans le fond, tu sais, c'est bien beau là, de dire ça puis faire ça, mais en vrai, dans le concret, qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, dans le concret, qu'est-ce que tu peux faire? C'est juste ouvrir ta calice de gueule. Si t'es pas content avec ce qui se passe, fais juste prendre la parole, fais juste ouvrir le débat. Est-ce que tout le monde va être d'accord avec toi? Non. Who gives a fuck? Oui. Bro, dans le fond, est-ce que tout le monde est client d'Apple? Non. Pourquoi moi je voudrais plaire à tout le monde si la plus grosse compagnie au monde ne plaît pas à tout le monde? C'est impossible de plaire à tout le monde. On doit avoir des débats, on doit ouvrir le débat. Man, les Grecs avant, c'est ça qu'ils faisaient, ils se rassemblaient à l'agora, man, puis gros, ils débattaient les idées, man. La méritocratie de l'idée n'a pas sa place dans le monde dans lequel on vit, puis c'est complètement absurde parce que réellement, là, si... Prenons l'exemple de l'hydroxychloroquine, OK? Si ce médicament-là serait tant dangereux que ça, là, puis je serais tant sûr de ma shot qu'il est dangereux, ben pourquoi j'aurais besoin de le bannir? Tu comprends? Dans le fond, le monde va le prendre, ils vont tomber malades, vont crever, ils vont pogner la leçon, puis ils vont dire, OK, dans le fond, on prendra vraiment pas de l'hydroxychloroquine. Tu comprends? Quand t'es vraiment sûr, puis on donne cette formation-là aux vendeurs, OK? Dans le fond, quand que tu fais une vente, la personne qui est la plus, comment je pourrais dire, désespérée, quand tu es sûr de ton affaire, tu n'as pas besoin d'essayer de convaincre l'autre. On s'entend? Si je suis sûr que mon produit que je suis en train de te vendre, c'est le meilleur produit, j'ai pas besoin d'essayer de te convaincre. I know it. Les gens ont pas besoin, puis c'est ça qu'on explique à nos vendeurs, on leur dit, les gens ont pas besoin de croire que ce que tu dis c'est vrai. Ils ont juste besoin de croire que toi tu crois que ce que tu dis c'est vrai. Et si oui. toi t'es 100% sûr de ton affaire, le monde va se dire, you know what, le gars il a de l'air sûr de s'achète en tabarnak, fait que je pense que je vais l'écouter. Eh oui. Tu rentres pas chez Ferrari, puis tu sais, le vendeur, il est pas, je te jure, ça va vite, là. Tu sais, Il a le pas gros besoin. moteur, c'est Il ça. sait, gros. Eh oui. Tu comprends? Fait que c'est la même chose avec l'esti d'hydroxychloroquine, c'est la même chose avec l'esti de masque, c'est la même chose avec les esti de mesures. Si ces mesures-là fonctionneraient tant que ça, il n'y aurait pas besoin de les imposer, on se les imposerait tout seul. Mais non, on vit dans un monde top-down. Fait que dans le fond, on nous impose des choses, puis on nous traite comme des enfants. Puis quand on se fait traiter comme un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On agit comme un enfant, pareil comme on a dit tantôt, man. Si tu te fais pas poser des questions, comme toi quand t'es jeune, donc t'apprends pas la leçon par toi-même de ton propre feeling, que ce que tu fais, c'est pas bien, ben en bout de ligne, on fait juste te donner une punition. Qu'est-ce que t'apprends à faire? T'apprends pas à ne pas faire l'affaire. T'apprends à te cacher que tu fais la chose. Fait que là, le gouvernement, ils savent très bien que c'est une technique de manipulation, en fond. En vrai, c'est je te traite comme un enfant, je te mets des règles qui font pas de sens pour
être sûr que tu les respectes pas. Puis une fois que tu les respectes pas, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, mais tu respectes pas les règles. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des amendes pour ça. Fait qu'après ça, ils sont capables de justifier le fait que tu agis comme un enfant parce qu'ils te poussent à agir comme un enfant. Mais tu sais, c'est que c'est spécial un peu de voir, je faisais mon jogging l'autre jour, puis j'arrive dans un parc, puis tu sais, c'est comme il y a plein de camps de jour, puis tu vois environ, honnêtement, il doit y avoir je sais pas, 150 enfants, il y en avait vraiment beaucoup. Puis ils jouent tous dans le même parc, tu sais, puis il y a tous les barreaux, les ci, les ça, puis ils jouent tous à taille, puis tu sais, ils se courent après, puis ils se touchent. Mais pour ton masque. Mais tu sais, ils se touchent à 2 mètres. Non, c'est pas... non, mais tu sais, le football, c'est ancien, hein, c'est plate en crise. Oh, hey, je te jure, je t'aurais eu. Fait que... Non, mais les enfants, littéralement, ils courent, puis ils se touchent, puis ils n'ont pas de masque. Puis là, tu regardes ça aller, puis tu sais, moi, je connais assez de personnes, tu sais, je veux dire, j'ai des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur tous mes réseaux qui me suivent, puis je vois beaucoup de choses, tu sais, d'un big picture se passer, puis je vois le nombre de gens, soit qui respectent pas les mesures, soit que ça continue à faire genre des rassemblements intérieurs, des parties, des ci, des ça, ou le monde qui font juste s'en colisser, tu sais, puis je suis comme... On dirait que le monde font genre, c'est grâce aux mesures qu'en ce moment, il n'y a pas plus de cas que ça, mais pour voir vraiment la réalité d'à quel point il y a beaucoup de monde qui les applique pas, là, il devrait déjà avoir eu un esti de boom. La façon qu'il nous en parlait, je me rappelle, en mars, là, il était comme, si tu regardes quelqu'un dans les yeux trop longtemps qu'il l'a, tu vas le pogner, puis ta moelle épinière va fondre. Ah bro, Arruda qui dit, c'est un virus qui est mesquin, il est sournois, si tu fais pas attention, on va te planter un couteau dans le dos. Ferme-moi ta calice de gueule. Man, puis réellement, quand je... OK, de un, si les mesures avaient été si bonnes que ça, pourquoi qu'on est le pays qui a le plus haut taux de mortalité? Je veux dire, le Québec, là, on a échoué le test, là, je veux dire. Fait que réellement, ben, pourquoi qu'on regarde le gouvernement puis on les traite comme des bons dieux? En bout de ligne, les mesures que vous avez mis font qu'on a le pire bilan. On sait très bien, moi plutôt, que le bilan, dans le fond, il est très boosté, il est vraiment pas véridique. Puis justement, ça aussi, ça devrait nous faire parler. Parce qu'il y a plein de choses qui font pas de sens. Tu sais, en quoi, comment qu'on a fait, OK, réellement, comment qu'on a fait pour partir de... Guys, tout le monde qui a besoin de l'attraper va finir par l'attraper. On peut pas éviter ça. Puis tout le monde qui a à mourir va malheureusement finir par mourir. Fait que la seule chose qu'on veut pas, c'est engorger le système, dans le fond, de soins. Hein? Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir la courbe. Fait que pendant les 14 prochains jours, on va avoir un confinement. Comment qu'on a fait pour partir d'un confinement qui était supposé durer 14 jours pour aplatir la courbe, juste parce que de toute façon, les gens qui ont besoin de mourir vont finir par mourir. De toute façon, c'est plate, mais c'était ça. On a accepté ça sous ces conditions-là. Comment qu'on est passé de là à... Ben finalement, on a été en confinement pendant une couple de mois. Et finalement, dans le fond, il y a plein de business qui ont crevé. Là, aujourd'hui, on continue à mettre des mesures pendant qu'on est en été. Puis historiquement parlant, ben, même des virus de ce type-là, ça ne se propage pas en été ou très peu. Comment qu'on a fait pour partir de là à là? Ben, c'est simple, man. On t'a fait accepter un petit oui, puis un petit oui, puis une petite mesure, puis un petit plus, puis un petit plus, puis un petit plus. Puis là, ben, c'est ça qui est fascinant, c'est quand tu étudies la psychologie de la persuasion, puis tu te rends compte le nombre d'études qui ont été faites sur genre, tu sais, tu vas demander à quelqu'un 25 cents dans un bar, puis il te le donne, puis tu reviens 2 minutes après pour lui demander une pièce. Le nombre de chances qu'il t'a donné, vu que tu as déjà donné 25 cents, sont tellement augmentés. Puis il y a tellement d'études qui ont été faites là-dessus que c'est ça le danger, tu sais. Puis je sais pas si tu voulais qu'on parle vraiment, tu sais, qu'on tweak le reste du podcast sur le sujet. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste fascinant de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte. Tu sais, puis je suis pas en train de parler de conspiration, rien. Je suis juste en train de dire que c'est intéressant de voir à quel point les gens se rendent pas compte qu'il y a un petit oui, petit oui, petit oui, petit oui, égal, je comprends pas, je suis attaché les 2 bras sur ma tête de lit, j'ai une pomme dans la bouche, puis comment je fais de me rendre là? Ah, c'est vrai, ça cognait à la porte, j'ai dit oui, entrez, tu sais. Ah, puis juste le terme conspiration, moi j'ai vu un post, ce qui m'avait frappé, c'était ouais. Je crois aux théories du complot. Moi, je crois au fait que des hommes puissants conspirent ensemble. C'est-tu vraiment tant que ça irrationnel de se dire que il y a une clique en haut qui prend des décisions? C'est-tu vraiment irrationnel de se dire qu'ils ont des plans? C'est-tu vraiment irrationnel? Je veux dire, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est ce que je réponds, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que les lobbies, les médias, les gouvernements nous en passaient une tabarnak. Fait que rendu là, de se dire que c'est impossible, c'est juste avoir la tête dans le cul, man.
Tu comprends? L'inverse n'est pas d'être un théoricien du complot, je sais pas si ça se dit de même, mais bref. C'est juste d'être fucking logique et rationnel, puis de savoir que, ben oui, man, il y a des intérêts qui sont en jeu en ce moment, puis il y a du monde qui ont des grosses fortunes en jeu en ce moment, puis qui vont faire des passes de cash. La crise économique de 2008 avait été créée par les lobbies financiers. Celle aujourd'hui est créée par les lobbies pharmaceutiques. Je veux dire, c'est pas une théorie du complot. Ils vont s'en mettre plein les poches. Il y en a du monde qui vont s'en mettre plein les poches à travers qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il suffit de suivre les traces de l'argent. Je veux dire, c'est facile, Chris. Mais on se pose pas de questions parce qu'on préfère vivre dans une réalité qui est un mensonge mais qui est confortable plutôt que d'accepter la vérité. Puis ça revient à ce que tu disais tantôt, les gens vivent dans une bulle. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!